Bienvenue sur notre podcast Vis-à-vis, le podcast du ministère de l'Intérieur. Alors c'est un podcast qui rassemble des personnalités, des experts, des agents du ministère de l'Intérieur, des personnes qui bénéficient de notre action de protection à un moment donné. Et ce podcast raconte des bribes de vie, leur histoire personnelle, professionnelle, et on échange sur des moments forts, sur des thématiques qui nous sont chères au ministère de l'Intérieur. Et alors aujourd'hui, on va parler de l'intégration des étrangers en France. Alors c'est pas anodin, c'est une semaine particulière, une fois par an. On se réunit, tous les services de l'État et notamment les préfectures et la Direction générale des étrangers en France pour parler de cette question de l'intégration. C'est vrai que parfois, quand on parle immigration, on pense aux expulsions, aux entrées illégales sur notre territoire, mais pas du tout. Les étrangers en France apportent énormément. Il y a ce qu'on appelle l'immigration familiale, l'immigration professionnelle, et il y a surtout tout un parcours d'intégration pour aider les étrangers à se sentir chez eux en France et à apporter leur pierre à la société dans notre pays. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment peut-on bien s'intégrer en France? Quels sont les leviers? Comment encore améliorer les choses? Et j'ai avec moi deux personnes qui ont des parcours de vie très différents et qui vont nous parler de tout cela. Merci à toutes les deux d'être présentes. D'abord, je vais te laisser la parole, Fatima. Je vais te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours et pourquoi tu es apte aujourd'hui, je pense, plus que personne, à nous parler de ces questions d'intégration. Merci beaucoup déjà de me recevoir aujourd'hui dans votre podcast. Je me sens très honorée. Je suis contente de pouvoir aujourd'hui donner ma voix. Alors, je m'appelle Fatima, je viens de fêter mon 30e anniversaire ce dimanche. Bravo, félicitations, bon anniversaire Fatima. Merci beaucoup. Et je suis arrivée en France en décembre 2016. Donc, j'ai posé mes valises à Paris et je suis arrivée via un visa étudiant qui m'a été accordé à titre gracieux par le vice-consul de France en Égypte, qui a été sensible aux violences sexistes que je subissais, et pour me mettre à l'abri, m'a donné de façon exceptionnelle un visa qui m'a permis de venir grâce à mon professeur de droit des affaires, qui m'a du coup payé mon billet d'avion pour me mettre à l'abri en France. Et donc je suis arrivée ici et j'appelle ça un peu mon petit miracle de Noël, parce que j'ai eu mon visa un tout petit peu avant Noël et je suis arrivée un peu avant le Nouvel An. Donc je suis arrivée dans une période assez festive en France, tout était illuminé. Et donc je suis arrivée avec un visa étudiant. On m'avait conseillé de faire une demande d'asile. Mon objectif, c'était de faire ma demande d'asile le plus rapidement possible. La demande d'asile, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, c'est un dédale administratif et quand on n'est pas habitué, ça peut être un peu compliqué. Donc il y a pas mal d'étapes et ce qui m'a beaucoup aidée dans mon parcours, c'est le tissu associatif que j'ai trouvé à Paris. Qu'est-ce qui se passe dans la tête comme ça quand on arrive dans de telles circonstances et qu'on a tout un parcours du combattant, comme tu disais, à mener pour déposer des demandes, pouvoir bénéficier d'un certain nombre de droits? Qu'est-ce qui se passe en fait dans ces cas-là? Alors moi, la chance que j'avais, c'est que c'était pas la première fois que j'étais venue à Paris. Et donc, quelque part, je savais que c'était une ville qui était très jolie, c'est une ville culturelle avec énormément de choses. Donc, j'avais hâte d'un côté de non seulement pouvoir partir d'un endroit où je subissais des persécutions, mais d'arriver dans un endroit où j'aurais ma liberté d'expression, où je pourrais m'habiller comme je veux, aller où je voulais, parler à qui je voulais. Et ça, pour moi, c'était extrêmement important. Donc j'ai eu, je crois, 2 jours de catharsis où je me disais « Ok, c'est bon, tu peux respirer, t'es arrivé, t'es en sécurité. Il ne faut plus que tu penses en fait à toutes ces choses. Il faut que tu vas de l'avant. » Et le délai administratif, ça me fait pas peur parce que je suis juriste de formation, mais en même temps, je voyais tellement de gens dans les queues qui, en fait, comme elles ne comprenaient pas un mot de français, qu'elles ne parlaient pas anglais, et en fait, je voyais tous ces intervenants sociaux. J'avais jamais vu ça, parce que je viens d'un continent, donc je suis africaine, où le système social n'existe pas. Et le fait de voir des gens prendre le temps d'expliquer à d'autres personnes, les aider à écrire leur nom, leur dire quoi faire, j'ai trouvé ça un peu touchant. J'ai trouvé ça touchant parce que c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment vu. En fait, c'est très différent quand on vient dans un pays où les services de l'État sont là pour les administrer, où on peut, en fait, on a des notices d'information avec chaque document qu'on reçoit, chaque document qu'on signe. En vérité, la CMU, c'est vraiment pas mal. On est couvert pour tout. Et même les personnes qui travaillent aujourd'hui sont obligées d'avoir une mutuelle pour couvrir. Et il y a énormément d'avantages à arriver. Oui, le délai administratif est lourd, c'est long. L'attente est très longue quand on fait une demande d'asile.
La mienne a duré 3 années. Alors, c'était les 3 années les plus longues de ma vie. J'ai compté chaque jour et je me rappelle de chaque semaine où j'allais consulter mon courrier à la PADA. Donc, c'est l'endroit où les demandeurs d'asile sont accueillis. Donc, c'est la plateforme d'accueil des personnes primo-arrivantes. Et chaque semaine, j'espérais une réponse. Et c'est comme errer dans un limbo administratif où on sait qu'il y a des choses qui vont arriver, mais on n'a aucune idée de cette temporalité. Et ça, pour moi, c'était la partie la plus douloureuse de la demande d'asile. Je vois que tu en parles encore avec beaucoup d'émotion. J'ai vu une petite larme rouler sur ta joue. En tout cas, merci pour ton témoignage et cette présentation. Alors, je passe la parole à Eugénie. Eugénie, toi, tu travailles un peu de l'autre côté, du côté des services administratifs. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter ton parcours et comment tu en es venue à travailler sur les questions d'intégration? Merci pour cette invitation. Effectivement, je viens d'un autre ministère, en fait, du ministère de la Justice. Je me suis occupée d'abord des mineurs délinquants, ensuite des victimes d'infractions pénales et j'ai voulu ensuite rejoindre le ministère de l'Intérieur au sein de la direction de l'intégration et de l'accès à la nationalité, qui est la direction qui a pour compétence de définir, de piloter la politique d'intégration des étrangers en France. Alors l'intégration des étrangers, c'est une compétence du ministère de l'Intérieur, mais qu'il partage avec l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avec les collectivités, avec les associations, puisqu'il s'appuie sur un réseau d'associations très important. Et c'est une politique vraiment partenariale. On ne peut rien faire tout seul, ça on en a pleinement conscience. Il y a une myriade d'associations, de structures d'État, de structures déconcentrées pour accompagner les étrangers qui arrivent en France. Tout à fait. On définit tout de même un parcours d'intégration pour ces étrangers qui souhaitent s'installer en France durablement, pour pouvoir les accueillir, les accompagner à la fois dans leur apprentissage de la langue, dans la découverte de la culture, de la société française, pour qu'ensemble on puisse vivre, se faire des amis, faire des sorties ensemble, pouvoir partager une vie en France ensemble. Et donc ce parcours d'intégration républicaine, il va avoir plusieurs étapes. Et la première, c'est la signature du contrat d'intégration républicaine, où là l'étranger va s'engager dans son apprentissage du français, dans cette découverte des valeurs de la République, de comment on vit en France. Et l'État, lui, s'engage à l'accompagner dans ce parcours d'intégration. Donc c'est un contrat, donc on signe, et on s'engage à quoi exactement? Déjà, on est reçu individuellement. En préfecture Alors, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'on appelle l'OFII. Chaque personne qui arrive, sur la base c'est la préfecture, bien sûr, qui va informer l'OFII de qui est arrivé et qui doit être accueilli. On va évaluer avec lui quelle est sa situation familiale, personnelle, vis-à-vis de l'emploi. Évaluer aussi son niveau de maîtrise du français. Pour savoir si on peut ou on doit l'accompagner dans cet apprentissage du français, puisque certains maîtrisent totalement son francophone, mais d'autres... Comme Fatima. Voilà, comme Fatima qui parle extrêmement mieux bien. que bien. mais d'autres, par contre, ne parlent pas du tout le français. Et certains ne sont même pas allés à l'école dans leur pays d'origine. C'est vraiment la première étape, la langue et la scolarisation, le niveau scolaire aussi. Tout à fait. On va évaluer le niveau de maîtrise et le niveau de scolarité, en tout cas les capacités de la personne à apprendre une nouvelle langue et voire à découvrir aussi l'écriture, la lecture. Et donc l'OFII va évaluer l'ensemble de ses besoins et lui proposer des formations. Une formation civique de 4 jours qui vise à présenter les droits, les devoirs en France. Une petite partie aussi sur l'histoire de France pour comprendre dans quel pays on arrive, quel est ce bagage culturel. On a d'ailleurs signé récemment un partenariat avec le Centre des monuments nationaux pour permettre à chaque étranger qui le souhaite d'aller visiter un monument national avec la personne de son choix. Et donc la 4e journée de formation civique sera consacrée à l'emploi. Donc les démarches d'inscription à Pôle emploi. Sur les 100 000 signataires de CIR par an, on a à peu près une grande majorité qui arrive au titre de l'immigration familiale et à peu près 34 000 au titre de l'asile. Donc ces personnes-là n'ont pas un emploi immédiat quand elles arrivent sur le territoire. Donc le français, la langue, la découverte de notre société, de ses modes de fonctionnement, et après, l'étape d'après, c'est l'emploi. On va également proposer aux personnes qui le souhaitent de s'inscrire à Pôle emploi. Et donc le ministère
depuis plus de 2 ans, depuis 2018, travaille activement avec le service public de l'emploi. Alors toi, Fatima, comment ça s'est passé pour toi dans ta situation? Parce qu'on a bien conscience, toutes les situations sont totalement différentes selon les parcours de vie de chacun et le bagage de chacun. Toi, comment ça s'est passé ce parcours? Comme je suis francophone et que j'ai un diplôme français, donc j'ai été exemptée du CIR, je me suis inscrite à Pôle emploi et comme je m'étais intégrée pendant mes 3 années de demande d'asile, j'avais réussi à décrocher un CDD dans une banque. En tant que chargée de projet juridique, c'était un peu plus compliqué d'obtenir le premier titre de séjour. Donc j'avais fait toutes les démarches. J'avais été accompagnée par la plateforme d'accueil France Terre d'Asile pour obtenir mon premier titre de séjour, donc les documents dont j'avais besoin pour pouvoir poser ma demande. Et j'ai décroché mon premier CDI chez Systec, ça fait 1 an et demi. J'ai trouvé enfin ma voie, parce que c'est un emploi que j'adore. J'adore mon équipe, j'adore ce qu'on fait, parce qu'on a une approche très holistique de l'accompagnement. Et c'est surtout de l'accompagnement de femmes réfugiées qui sont aujourd'hui la population qui subit le plus le chômage et qui est la plus marginalisée parmi les étrangers, en sachant que les femmes réfugiées sont 2 fois plus éduquées que les hommes réfugiés, mais plus de 80% d'elles, 5 ans après leur arrivée en France, subissent toujours de la marginalisation, pas d'emploi. Elles ont très peu de contact avec la société dans laquelle elles sont. Et cette association, donc Systec, où je travaille, a pour objectif de les inclure dans les métiers de la tech. On crée une communauté de femmes, une sororité. Et tout ça permet non seulement de les intégrer, mais de leur donner confiance en elles, de pouvoir aller de l'avant, de ne plus percevoir leurs conditions de réfugiés comme quelque chose de négatif, mais de se dire qu'elles ont la résilience et la capacité d'adaptation nécessaire. Et on fait aussi énormément de choses autour du français pour leur permettre d'être plus à l'aise dans leur prise de parole, de s'exprimer en public. Et donc, dans mon parcours, cette association m'a permis de reprendre un peu confiance en moi, parce que quand on est étranger, qu'on n'a pas un emploi, on a très difficilement accès au logement. Et donc pour moi, c'était très important de quitter un centre d'hébergement. Centre d'hébergement, c'est un endroit qui est imprégné de précarité. On se sent pas forcément chez soi. Et je pense que l'objectif de toutes les personnes étrangères, c'est dans un premier temps, ok, il faut que j'ai mon premier contrat, mon premier appartement. Et là, on se sent comme à la maison. Dans ce nouveau métier dont tu parles si bien, tu donnes un peu ce que tu as constaté aussi, et de cette myriade d'associations dont on parlait tout à l'heure. C'est à ton tour de donner un peu de ton temps et de ta compétence dans ce domaine-là pour accompagner les femmes qui en ont besoin. Justement, quel est le poids des associations, Eugénie, dans ce domaine-là? Tu as parlé de France Terre d'Asile, Fatima. Combien il y a d'associations qui travaillent dans ce domaine? Comment on travaille avec les associations dans ce domaine? Au-delà du contrat d'intégration républicaine dont je parlais tout à l'heure, l'après-contrat d'intégration républicaine repose principalement sur des actions qui sont mises en œuvre au quotidien sur l'ensemble du territoire par les associations. Et donc ces associations sont financées directement par le ministère, soit au niveau territorial par les préfectures, les directions régionales ou directement au niveau national. Il y a à peu près 83 millions d'euros qui sont donnés aux associations et via des subventions pour mettre en œuvre des actions d'intégration, alors qu'ils sont de tout type. Ça peut être des actions complémentaires en matière d'apprentissage de la langue, ça peut être des actions d'accompagnement vers l'emploi, de l'information sur les droits, accompagner vers le permis de conduire des personnes qui ne maîtrisent pas complètement encore le français. C'est un vrai enjeu dans les territoires ruraux. Le programme Agir, qui va reposer donc sur des opérateurs associatifs. Agir, c'est un programme d'accompagnement global pour l'intégration des réfugiés, où là, on va avoir un accompagnement dans tous les aspects, on va dire, humains de la personne, vers le logement, vers l'emploi, avec un accompagnement renforcé sur une durée limitée pour les personnes réfugiées, pour les accompagner dans leur parcours d'intégration. Qu'est-ce qui, pour toi, est le plus important? Est-ce que c'est l'apprentissage de la langue? Est-ce que c'est la base de tout? Est-ce que, au contraire, c'est le logement? Comme le disait Fatima, on a besoin de se sentir chez soi. Est-ce qu'il y a quelque chose parmi tout ce qu'on a évoqué qui est plus important que le reste? Je pense qu'on est avant tout un humain et qu'il est difficile de distinguer l'un ou l'autre et de prioriser l'un ou l'autre. Il faut que ce soit un vrai parcours complet qui s'articule selon les besoins de la personne, individualisé selon ses besoins, et qu'on puisse l'accompagner dans tous ces aspects-là. Pour une personne
qui va maîtriser un petit peu le français, peut-être que la priorité, ce ne sera pas justement l'apprentissage du français vers un niveau de parfaite maîtrise. Ce sera peut-être plus le logement. C'est propre à chaque personne, je pense. Alors, au vu toutes les deux de vos expériences différentes, mais importantes toutes les deux, qu'est-ce que vous conseilleriez à des gens qui nous écoutent? Alors, soit qui sont étrangers en France et puis qui se sentent pas forcément encore bien intégrés, ou alors à des Français qui ont envie de donner un peu d'eux-mêmes, de leur temps pour mieux intégrer. En ce qui concerne les personnes étrangères, je pense qu'il faut beaucoup de courage et de patience avec les préfectures qui sont surchargées, mais aussi qui ont des délais d'attente énormes, très très longs en fait, qui sont des délais qui, pour des choses très basiques, peuvent prendre beaucoup de temps. Et ça, en fait, pour un étranger, c'est comme une épée de Damoclès. En fait, c'est quelque chose qui est très lourd et c'est quelque chose qui a quelque part une charge mentale, puisque quand il faut renouveler ses documents, quand on les perd, pour toutes sortes de raisons, en fait, quand on est en contact avec les préfectures, moi je dis juste à tous les étrangers, patience et de ne pas perdre espoir. Moi, ça m'a pris 4 ans d'avoir ma carte vitale. Donc, quelquefois, les démarches sont longues. Après, l'Île-de-France est une région particulière il y a énormément de personnes, beaucoup d'administrés, beaucoup de demandes. Et donc, quelquefois, les délais sont très longs. Et donc, il faut prendre juste courage. Et il ne faut pas hésiter, même en tant qu'étranger ou français, à s'engager dans les associations. Ça donne du sens à son quotidien. Ça permet de rencontrer des personnes, des populations qu'on ne rencontrerait pas dans son quotidien. Et ça permet d'avoir une ouverture d'esprit sur pas mal de choses, de culture. Effectivement, j'inciterai chacun à aller sortir de chez soi, aller rencontrer les associations qui sont au quotidien sur le terrain, à pourquoi pas aller voir sur le site Je veux aider, il y a beaucoup de... jeveuxaider.gouv.fr, c'est ça, voilà, qui référence un certain nombre de propositions associatives pour s'investir dans toutes sortes de missions, alors soit sur du long terme, comme dans du parrainage par exemple, du mentorat, où là on peut s'engager pour 6 mois pour faire partager son réseau, échanger un peu sur son histoire, accompagner aussi tout simplement une personne lorsqu'elle arrive dans une ville qu'elle ne connaît pas, identifier où sont les lieux ressources. C'est parfois quelques heures par semaine, hein, mais ça permet d'aider quelqu'un dans sa découverte, ses premiers pas en fait à son arrivée en France. Donc j'incite chacun, enfin en tout cas ceux qui le souhaitent, à le faire et à s'engager dans ce type d'action. Alors, jeveuxaider.gouv.fr, on redonne l'adresse mail pour ceux qui le souhaitent. J'ai peut-être encore une dernière question. On voit avec ton parcours, ton portrait, Fatima, à quel point on peut être intégré en France en étant étranger. Est-ce que tu as envie de devenir française un jour, de demander la naturalisation, ou en fait, tu es bien en tant qu'étrangère en France? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un moment où on a envie de franchir le pas ou pas? Je vous avouerai que j'aimerais bien devenir française, mais c'est les délais de la préfecture qui... En fait, le fait de me remettre dans un dédale administratif qui me rend un peu trop tôt. frileuse. Donc, je peux comprendre. C'est peut-être ça qui pourrait... Mais je pense que quelque part, quand on est dans un pays et qu'on aime ou on a envie à un moment de faire partie de l'ensemble. Et donc peut-être qu'un jour, oui, je ferai ma demande. De voter. Oui, ça c'est quelque chose, quand il y a eu les élections la dernière fois, j'aurais bien aimé vouloir voter. J'avais l'impression que maintenant je pouvais donner mon avis quelque part. Et Eugénie, pour ma dernière question, Fatima disait tout à l'heure, il faut déconstruire l'image du réfugié ou du demandeur d'asile ou du migrant, parce que c'est vrai que dans l'opinion publique, tous ces termes qui ont pourtant une vraie signification juridique sont totalement mélangés. Comment on travaille comme ça sur la déconstruction d'une image fausse, totalement galvaudée? Comment au sein de la Direction générale des étrangers en France ou avec l'OFII et l'OFPRA, on travaille sur cette question qui n'est pas simple du tout? Je pense que ce podcast va déjà permettre en tout cas de déconstruire une partie de l'image qu'on peut avoir, puisque ces personnes qui arrivent en France, qui travaillent, apportent beaucoup. On voit que certaines sont engagées dans les associations, d'autres participent à des projets qui accompagnent en fait les personnes au quotidien. Donc nous, au sein de la direction, dans le cadre de cette semaine de l'intégration, on va aussi partager des parcours de vie, montrer ce que ces personnes sont au quotidien et font au quotidien pour notre vivre ensemble en France. Ce que disait Fatima sur
j'avais envie de voter. Ça montre aussi le fait qu'elle se sent bien, elle se sent vraiment pleinement partager la vie en France avec nous. Donc je trouve que c'est assez révélateur finalement de ce parcours d'intégration réussi. Merci à toutes les deux, Eugénie, Fatima, pour vos témoignages, pour vos histoires. Et à tous ceux qui nous écoutent, profitez de cette semaine de l'intégration. C'est tous les ans au mois d'octobre et il y a tout un tas d'animations partout en France, par le biais des préfectures, par le biais des associations, sur toutes les thématiques d'intégration. On a parlé de beaucoup aujourd'hui, l'accès à l'emploi, le logement, la santé, le sport, tiens, on n'en a pas trop parlé, la culture, on en a parlé, l'apprentissage et bien d'autres, les valeurs de la République qui irriguent le parcours d'intégration de tous les étrangers en France, 6 millions d'étrangers en France aujourd'hui, qu'on accueille avec chaleur et on espère qu'ils se sentiront au mieux dans notre pays. Je vous remercie à toutes les deux, à nos auditeurs, je vous dis à très bientôt.